Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'émission à racaille avec aujourd'hui deux invités, Fred et Geneviève. J'ai résisté, je me suis rappelé. Pour vous parler d'un bouquin magnifique titré Brinque-Ballet. J'adore le mot Brinque-Ballet, qui n'est plus tellement utilisé aujourd'hui, hélas, mais remis à la mode par ces jeunes gens. Les carnétistes tribulents. Voilà, on va leur laisser la parole, parce que je sens que Fred, elle gratte du sabot. Et Geneviève, qui n'en pense pas moins, mais reste un peu plus calme quand même. Non, je déconne. Pas vraiment. Voilà, Fred, bon, bah écoute, je te lâche. Voilà, je te lâche la bride. D'abord, ce que je voulais, c'était rebondir là sur ce qu'on a entendu tout à l'heure. Notre livre, avant de parler de la genèse du livre, juste lire un petit peu juste le début de la préface qui a été faite par Farid Boudjelal. Et il dit « Leur Amérique, en quête d'un hypothétique Eldorado, nombre d'entre eux partent au risque de leur vie, chacun portant une histoire singulière qui mériterait d'être contée. Ils sont souvent méprisés quand sont loués les Christophe Colomb et autres Vasco de Gama. Les immigrés sont nos derniers aventuriers. Pour eux, nul besoin, nulle envie de spolier, de massacrer les populations indigènes. Aventuriers paisibles et pacifiques. Ils n'arrivent pas les mains vides. Ils apportent des richesses dans leur modeste bagage, leur force de travail, leur art, leur spiritualité, leur aventure est un désir de France. » Magnifique. Ouais, Boudjelal, c'est pas non plus quelqu'un qui parle, qui a une langue de bois. Ah non. Ouais. C'est clair, ça patine pas sur une bouse de vache. Il touche du doigt le problème de ces aventuriers. Avant, on mettait en avant des gens qui traversaient comme ça, faisaient des kilomètres et puis découvraient. Aujourd'hui, ces gens qui fuient, qui cherchent un Eldorado, sont considérés comme des truands, comme des salopards, enfin voilà, et puis on les arrête sur la voie. On les traite comme ça. On les traite comme ça. Voilà, donc on va revenir à notre bouquin, peut-être parler, Geneviève, peut-être de la genèse de ce livre. Oui, ce qui est différent peut-être, c'est par rapport au sujet que nous avons traité, c'est que c'est pas des histoires d'immigration actuelle, mais qu'importe. Ça date souvent du début du siècle et en écho à des périodes très sombres de notre histoire, les deux guerres mondiales. C'est souvent autour de ça. Mais on y reviendra. Oui, du début du siècle, j'ai connu une vieille immigrée italienne quand j'étais dans le sud, qui était une ouvrière agricole. Elle avait environ 80 balais et elle venait avec son père quand elle était enfant du Piémont, pieds nus, par la montagne, et donc leurs conditions n'étaient pas vraiment meilleures que celles des gens d'aujourd'hui, sauf qu'ils n'avaient pas les gabelots au cul. C'est effectivement, ça fait écho à plusieurs histoires similaires dans le livre. D'accord. Bien. Voilà. Alors donc, la genèse. La genèse, donc déjà, nous les tribulants, on est une douzaine. On fait du reportage, du carnet de reportage. On dessine, on est issu de différents horizons. On est dessinateur, peintre, graphiste. Céramiste, graphiste, tous des artistes, voilà. Engagés finalement dans un médium commun, c'est-à-dire le carnet, mais au-delà du carnet de reportage, un carnet de voyage engagé, je dirais. Parce qu'on voulait pas. Je suis un peu mal à l'aise avec le terme de carnet de voyage. Moi, je trouve c'est un peu vieillot maintenant. Je préfère reportage qui justement porte cette notion d'engagement. Ouais, tout à fait. Mais le carnet de voyage engagé, c'est aussi une façon peut-être de dire que le voyage, il est. Ouais, mais le voyage, le voyage, c'est pas dans l'esprit collectif. C'est le palmier, c'est la mer. Nous, on s'en fout de ça. On peut aller parler Copacabana. On peut aller parler de la vie en bas de chez nous, comme à l'autre bout de la planète, qu'importe. Mais l'important, c'est d'aller un peu plus loin que ce qu'on nous donne à voir, en fait. Donc la partie écrite aussi, ce qui nous particularise, c'est que la partie écrite est aussi importante que nos dessins. On a beaucoup
c'est très important. On travaille autant sur cette partie écrite que sur la réalisation des dessins, évidemment, puisque comme on est tous des artistes, on va tous dessiner dedans, dans le carnet. Et après, il y a tout un travail de construction, de témoignages, de récupération effectivement de témoignages ou de textes ou de construction écrite qui va être vraiment, vraiment travaillé, relu ensemble. On va être vraiment très dur avec nous pour que ça donne des textes flagelle, au moins. Alors généralement, on a déjà fait 6 bouquins ensemble. Généralement, pour choisir un thème, c'est choisi collectivement. On vote, voilà, on est très démocratique. Et là, pour Brinque Ballet, ça a été un petit peu différent parce qu'on a été approché par le musée de l'histoire de l'immigration, donc Porte Dorée. Et c'est un contact qui nous a été donné par Damien Roudot, qui est un des nôtres. Enfin, on le considère comme un des nôtres. C'est un reporter graphique engagé sur justement des problématiques de migration aussi, oui, ou les Roms. Il a beaucoup, voilà. Ouais. Il a suivi là sur Calais. Il a été plusieurs fois sur place pour dessiner, pour témoigner. Et donc c'est par lui qu'on a eu ce contact, le musée de l'immigration, qui nous a demandé de faire une performance dans un premier temps. C'était une performance. Sur la base de la galerie des dons. Ouais, il y a une galerie en fait qui s'appelle la Galerie des dons. Venez d'ouvrir. Il y a que 3 galeries des dons dans le monde. Et donc le principe, c'est un endroit, donc c'est le musée. Mais on va faire rentrer des objets qui ne sont pas des objets muséaux, mais qui sont des dons de vous, de moi, de n'importe qui va poser un objet qui représente finalement le parcours, un témoignage d'un déplacement et d'une migration. Donc évidemment, cette galerie, comme c'est pas des objets muséaux, ça peut être aussi bien la truelle de Cavana que les bottes de Ponticelli, que je ne sais pas, qu'un bâton de marche. Donc du coup, pour que ça ait une puissance, pour que ça ait un intérêt, il faut évidemment qu'il y ait des témoignages. Donc il y a des témoignages très très forts, mais ça fait des grands textes à lire. Alors ça dépend, ça dépend pour qui. Souvent, je veux dire par là que c'est quand même quelque chose de pas très glamour, quoi. Au départ, c'est vraiment l'objet qui va symboliser, qui n'est pas un objet précieux, mais qui est important pour les personnes qui l'ont donné. Et les témoignages à côté. Et les textes sont plus ou moins longs. Ouais, voilà. Mais du coup, ça donne pas un truc très glamour, quoi. Donc ils se sont dit, est-ce qu'il y aurait pas un moyen de pas d'illustrer, mais d'avoir un groupe qui finalement, comme on faisait beaucoup ça, on avait nous une espèce de regard multiple comme ça sur un thème. Eh bien, essayer de voir ce qu'un groupe comme le nôtre, de dessinateurs, de graphistes, etc., pouvait faire à la suite de ces objets, c'est-à-dire regarder les objets, essayer d'en sortir peut-être un parcours fantasmé, peut-être quelque chose qui serait pas une illustration du parcours, mais quelque chose de plus, quelque chose d'artistique, voilà. Et donc ils nous ont demandé de faire une performance autour de ça, autour des objets, et il fallait qu'on choisisse deux objets. Il y en a certains qui en ont choisi 2, d'autres qui en ont pris il a fallu qu'on entre dans les univers de chacun avant de choisir cet objet. C'est vrai que quand on est face à des objets comme ça, un peu morts, il faut qu'on intègre cette histoire, qu'on se l'approprie dans un premier temps. Puis ensuite, on se dit qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce que je vais raconter là-dessus ? Il y a des moments de flottement, c'est pas évident. Ouais. Puis il y a les choix aussi, les choix qui sont liés parfois, pas toujours, mais souvent, à un parcours. Une histoire personnelle. Ouais, à une histoire personnelle. Moi, juste une petite parenthèse, j'ai été maquillée avec un Arménien, et du coup, ma fille porte un nom arménien. Et tout de suite, quand j'ai vu la boîte, une boîte arménienne, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'aller mettre les mains là-dedans, dans le cambouis, et puis de voir ce que c'est, parce que c'est compliqué, l'histoire arménienne, que je la connaissais pas vraiment, et que il y a un devoir peut-être de passage. Je me suis dit, ce serait intéressant que je passe ça à ma fille pour qu'elle comprenne d'où ça vient tout ça, puisque lui était libano-arménien et venait de là-bas, et venait de cette grande histoire
du massacre arménien. Donc bon, voilà. Donc moi, je trouvais une résonance quelque part, même si c'était pas ma propre histoire. En tout cas, j'y ai trouvé une résonance et j'avais envie de travailler là-dessus. Et je pense que pour Geneviève, c'est peut-être un petit peu la même chose. Oui, tout à fait. On y reviendra, je raconterai. Voilà. donc le choix de ces objets. Voilà, donc ensuite, après la performance, qu'est-ce qu'on va faire à la performance, c'est quoi? Alors c'est marrant parce que dans le musée de l'immigration, il y a une espèce d'immense hall en bas et ils ont aménagé ça sous forme on a un grand parquet et ce parquet s'ouvre sous forme de niches. Donc il y avait 12 niches, on était 12 personnes, donc ça tombait bien. Et on avait comme but d'investir ces niches et puis de recréer un univers autour de cet objet. Donc les gens étaient censés venir en voir et... Oui, et puis comme toute performance, faire un travail qui est en cours, quoi. Il y avait Anne-Claire qui travaillait sur une robe roumaine et qui tissait la robe roumaine devant les gens et montrait comment est-ce qu'elle tissait, le rapport au fil et au carnet, parce qu'il faut quand même savoir que ça devait rester lié au carnet quand même quelque part, puisqu'on était là en tant que carnettiste autour d'objets. Donc essayer de lier, de passer de cet objet au carnet et donc on avait des stratagèmes comme avait fait Anne-Claire, de travailler sur un papier en fait, un papier qui reprend la forme de la robe et finalement de dessiner sur ce papier, de mettre de l'encre, de mettre du fil et de travailler sur cette robe, sur la sensibilité de cette robe, sur toute l'histoire de la robe et de revenir comme ça dans le passé au travers du fil de la mémoire. Voilà. La performance en elle-même, ça a été pour nous une manière d'entrer dans le jeu, de trouver les mots pour en parler à un public, mais on est allé beaucoup plus loin que ça. On est allé beaucoup plus loin parce que il se trouve que les gens du musée ont trouvé que c'était plutôt intéressant ce qu'on faisait et nous ont proposé de faire une exposition sur place dans une des belles salles classées là du musée. Et du coup, on a rebondi aussi avec ce livre, avec la création du livre qui est édité à la boîte à bulles. Et là, ça nous a permis d'entrer plus en profondeur quand même avec cet objet. Pour revenir juste un tout petit peu en arrière sur la performance, il faut savoir que la performance, quand on parle du parquet, là, on dit dans nos petites alcôves, et autour, on a l'immense fresque qui a été faite dans les années 30. La fresque colonialiste. Fresque colonialiste, exactement. Et alors, c'est quand même impressionnant, parce que le musée de l'immigration, c'est l'ancien musée des colonies. Hein. Ouais. Mon grand-père disait le musée des colonies, quoi. Oui, moi aussi, je le disais. Voilà. Ah, pardon. Ça ne se dit plus du tout maintenant. Plus âgé, on est vite maintenant. J'y suis allé quand j'étais enfant, j'étais ébloui par les colonies. Tout ça pour dire quand on voit la fresque, ils ont des casseroles au cul, quoi. Enfin, c'est un truc, c'est dur à porter quand même. Et on se retrouve, nous, dans ce musée des colonies, ancien musée des colonies, avec ces femmes au sein nu, la promotion finalement de la grandeur des colonies, à être obligé de parler de ces parcours, de migrants du XXe siècle. Ouais. Voilà. En même temps, c'est très ambigu. Oui, je sais pas. C'est vraiment. Moi, je trouve que c'est une histoire qui a une certaine cohérence que je veux dire, l'héritage des colonies, c'est l'immigration, et donc. Moi, je trouve que c'est vraiment. Ça se suit. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pas du tout quelque chose d'innocent, en tout cas, il me semble. Enfin, voilà. Ouais, c'est clair. Il existe toujours le vivarium Bien sûr. Oui, il y a toujours le crocodile blanc, mais on n'est pas allé le voir, on n'a pas eu le temps. Non. Oui, il y a toujours cet aquarium en dessous. Maintenant, évidemment, c'est un musée un peu différent de celui qu'on connaissait nous, puisque c'était le musée des arts d'Océanie, d'Afrique et d'Océanie, donc qui est passé au Quai Branly. Ouais. Donc voilà. Ça reste un très beau bâtiment. On était quand même très heureux de pouvoir exprimer ce qu'on avait à exprimer, justement, avec notre mentalité d'aujourd'hui, avec les messages qu'on a envie de faire passer dans ce lieu-là, qui est hautement symbolique aussi. Du coup, on se retrouve à 12 artistes à avoir fait donc une performance, à avoir fini un travail et devoir exposer quand même dans une salle de 400 mètres carrés qu'on nous file, alors qu'on est carnettiste. Hein. Tu vois, carnettiste, tu travailles dans un petit carnet, ça fait
20 sur 16. Okay. Oui, ça a été la première difficulté. Voilà. Enfin, la première difficulté, c'était qu'on n'était justement plus dans notre format carnet. Exactement. C'est vrai. Il fallait sortir du format et passer sur un format qui soit à la fois muséal, qui remplisse quand même les 400 mètres carrés, parce que l'air de rien, c'est pas une mince affaire, et que ça continue finalement à être du carnet. Du coup, ça donnait des choses, par exemple, je donne un petit exemple sur Gaëtan Nock qui a travaillé sur la mémoire d'un Russe qui a réussi à s'en sortir grâce à son corps chromatique. En jouant dans des cirques. En jouant dans des cirques, parce qu'évidemment, quand on parle pas la langue et qu'on parle l'instrument, la musique, finalement, on parle partout. Langage et universel. Il s'en sort par là. Par cette musique d'abord, ensuite il deviendra maître d'hôtel, mais tout d'abord il va jouer de la musique, et du coup Gaëtan s'est dit je vais donner ce témoignage, je vais écrire ce témoignage en lettres, finalement des lettres qui ressemblent aux lettres du cirque, c'est-à-dire le graphisme du cirque, sur des grandes affiches qui sont immenses, et ça fait des grands cadres, des grandes affiches qui donnent, affiche après affiche, le témoignage de la migration de ce monsieur. Le code graphique des affiches de cirque, en fait. Tout à fait. Et on raconte des histoires. Et alors, il a choisi aussi de travailler au fusain. Ouais. Alors, tout est écrit au fusain, et ça s'efface un petit peu. Donc ça s'efface comme le temps qui passe, c'est très très beau. Ouais. Voilà, donc on est toujours en fait sur du carnet, quoi, quelque part, sur du papier en tout cas, sur quelque chose, une matière papier, mais immense, très grande, parce qu'il fallait remplir au-delà, je crois, ou ailleurs, pas au-delà, parce qu'il n'y a pas de niveau de valeur. C'est juste qu'on est allé différemment dans d'autres. Ça nous a obligés d'aller. Dans une autre direction que ce qu'on faisait d'habitude, d'autant plus que le carnet de voyage ou le carnet de reportage, ça implique qu'on va rencontrer des gens dont on raconte la vie, ou un lieu dont on raconte l'atmosphère, ou un événement. Ouais, généralement on est sur le vif. On raconte quelque chose dont on est témoin. Or là, on nous demande de raconter quelque chose dont on n'est absolument pas témoin. On a juste un objet sous les yeux, quoi. Alors parfois on a réussi à rencontrer les gens, quelquefois, les familles. Moi j'ai rencontré la famille. Damien Roudot a rencontré la personne puisqu'elle est encore vivante. Mais effectivement, quand les personnes sont nées en 1904, 1905, 6, c'est très souvent le cas de. Damien, c'est un peu particulier, donc il a parlé à travers un Marocain. Non, il est allé le voir. Oui, mais l'histoire c'est de la perle noire. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Donc il y a deux histoires là. Il chevauche, c'est très intéressant. C'est Ismaël Hadji, donc qui est marocain et qui va parler de Larbi Ben Barek. Larbi Ben Barek qui était un grand footballeur professionnel dans l'équipe française. Moi, je connais rien au foot, donc j'ai découvert. Et donc Ismaël Hadji raconte à travers sa propre histoire celle de Larbi Ben Barek, qui l'a fait tellement rêver que petit gars au Maroc, il décide de faire pareil. Il rêve d'une carrière de footballeur et il quitte le Maroc pour aller s'installer en France. Donc avec l'idée de devenir un footballeur. Alors ça n'a pas marché pour lui, il est devenu épicier, mais très heureux. Et, il s'est dit si ça marche, je rentre. Enfin si ça marche pas, je rentre. Et finalement, ça n'a pas marché, il n'est pas rentré. Alors, il a trouvé femme sur place, il a fait ses gamins, il a donné à ses gamins l'éducation qu'il n'avait pas pu avoir lui. Et puis il a fini aussi par entraîner des gamins aussi au foot. Les gamins des rues, donc une forme aussi d'intégration à travers le sport. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'objet de départ, c'est le maillot de gardien de but de Ismaël Hadji. Ah oui, non mais ça c'est vraiment, ça éclaire bien les choses parce que c'est assez concret, c'est assez proche des gens qui sont pas des intellos intégristes et ça, moi je trouve ce témoignage-là particulièrement significatif, quoi. Il y a quelque chose qui passe dedans, qui peut parler aux gens, disons les gens simples, quoi. Voilà. Alors lui, je trouve qu'il a eu du pot parce que quelque part, le type était bien vivant et il a pu le raconter et il l'a raconté sous forme de BD, donc c'est extrêmement vivant. Il y a d'un côté la BD de sa rencontre avec l'épicier et aussi des carnets de recherche sur la vie. Voilà.
Oui, parce que le maillot de Ben Barek, il s'était rendu compte que finalement, les gamins qui arrivaient dans le musée de l'immigration, ça les gonflait un peu, ils comprenaient pas, bon, il fallait lire, enfin, c'est un peu chiant, quoi. Et donc, du coup, se précipitaient tous sur le maillot pour savoir d'où venait ce maillot, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec ce maillot? Donc, il s'est dit, bah, tiens, c'est un objet qui vit encore terriblement, quoi. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, en tournant autour des objets, on s'est rendu compte qu'il y avait encore un lien possible très, très puissant avec nous, que ces objets de rien, quoi. Une truelle, mais usée aux 3/4 par la main du père de Cavana, ça pouvait avoir un sens et ça devenait finalement un objet presque merveilleux, magnifique. Ouais, Fred, tu dis ça très bien en fait. Les objets en fait, ils sont nous. Il faut qu'on en extrait la vie. Ouais, et voilà. On était là pour ça, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait aussi de à quel moment on décide de léguer un objet là. Ah, ça c'est intéressant ça. Ben, par exemple, pour la boîte, moi j'ai travaillé donc sur le parcours de cet Arménien qui fait donc le parcours de tous les Arméniens, dramatique, donc qui passe au travers du massacre et qui s'en sort lui alors que sa mère et sa sœur vont y laisser leur peau, le père également. Et quand il arrive en France après diverses étapes, au travers de la Grèce, la Turquie, la Grèce, etc. Il arrive en France et il va faire un objet qui est une boîte. Et cette boîte, il décide que, en fait, elle aura à l'intérieur, elle va avoir tous les trésors de sa nouvelle vie, c'est-à-dire qu'il va y mettre ses papiers d'identité, c'est-à-dire ses nouveaux papiers de français. Donc cette boîte en ébénisterie, en petite marqueterie, va rester fermée et toute sa vie finalement, cette boîte ne va pas être ouverte par les enfants, elle va rester dans un coin et dedans il y aura les papiers d'identité. Et ce monsieur qui a vécu des choses dramatique ne va pas en parler à ses enfants, ne va pas le passer, parce qu'il pense que ce passé, qui ne passe pas, va être trop dur, ça va plomber sa famille, parce que cette mémoire, ce devoir de mémoire dont on parle souvent, c'est pas si simple. Quand on a cette mémoire en soi, on se dit que peut-être on va plomber toute sa famille, on va plomber sa propre vie, on va pas réussir à avancer. Donc il n'en parle pas. Toute sa vie, il garde ça en lui, et au bout de 63 ans de vie, il décide que là maintenant, il faut qu'il note ça sur un papier. Il note en disant, bah voilà, j'ai pas beaucoup de vocabulaire, mais bon, je vais quand même réussir à expliquer tout ce qui m'est arrivé. Et il met ça dans la boîte et il referme la boîte. Et il va mourir. Et quand ses enfants vont débarrasser l'appartement, vont tomber sur cette boîte. Et sur cette boîte, il y aura le témoignage de ce qui s'est passé. Donc à la fois, il n'aura pas plombé, il n'aura pas passé cette mémoire pendant sa vie, mais il aura quand même fait son devoir de mémoire. Et donc là se pose la problématique de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet objet. Cet objet devient trop fort, trop puissant. Il a tellement de sens qu'il faut effectivement le poser quelque part où ça ait encore un sens. Et l'histoire de la Galerie des Dons, là, ils ont croisé des recherches de la Galerie des Dons qui cherchaient des objets, qui disaient, si vous avez un objet qui peut faire sens, eh bien ils ont déposé cet objet parce que il y avait que là qui pouvait continuer à donner cette mémoire, quoi, et avoir un sens. C'est sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. La voix sans Dieu, sans maîtrise, sans publicité de cette voix. L'émission à Racaille consacre aujourd'hui un opuscule assez bedonnant qui s'appelle Bringue-Ballet, conçu par une équipe de jeunes gens dynamiques, ou moins jeunes, je ne sais pas trop, les carnettistes tribulants. On a ici, vous avez pu les entendre toutes les deux, je veux dire, elles ont répété avant de venir sûrement, parce que elles se renvoient le truc, mais ça, avec un naturel assez déconcertant. Voilà deux artistes de cette bande d'allumés. Non, mais c'est pas péjoratif, au contraire. Geneviève et Frédé. Voilà, vous avez pu repérer qui était Geneviève, qui était Frédé. Pas encore? Ça va venir. Voilà, on va les laisser en liberté, on va pas trop se fatiguer, parce que ça a l'air de marcher très bien sans nous. Je vais rebondir sur l'italien. Ouais. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal d'Italiens qui sont représentés au musée de l'immigration. Il y en a, je sais pas combien, mais en tout cas moi j'ai choisi de travailler sur des cartes d'identité, les cartes d'identité de Ettore et Giuseppina Pozzera.
Et donc, pourquoi ces cartes d'identité? Il y avait 2 choses. D'abord, mon mari est italien. Il a quitté son Naples natal au moment de notre mariage. Et il s'est installé en France contre l'avis de tous. Et ça s'est bien passé, merci. Migration amoureuse. Voilà, donc il y a des migrations positives. Mais quelque part, ce qui faisait écho à nouveau, c'est que il venait de demander la nationalité française après 20 ans de présence en France. Il l'a obtenu évidemment sans problème. Et c'est le cas aussi de mes 2 héros qui ont quitté en fait l'Italie en 1923 et qui ont demandé la nationalité française 20 ans après également. Il y avait aussi une autre chose, c'est que voilà, le papier d'identité, c'est quand même ça symbolise la liberté d'aller d'un pays à un autre. De voyager. Nous, Français, eh bien, on peut aller se balader dans tous les pays du monde comme on veut, pratiquement. On a notre passeport, on a tout ce qu'il faut. Et voilà, moi, j'ai découvert Madagascar il y a 7 ans. C'est un pays qui est rentré avec intensité dans ma vie et j'ai rencontré des gens là-bas qui jamais n'auront la possibilité d'avoir un visa pour sortir. En particulier, je me suis occupée, j'ai une filleule là-bas que j'ai réussi tant bien que mal à faire venir pour un stage, tout bêtement, en France, pour 2 mois. Et ça a été la croix et la bannière. Donc voilà, c'était très très important pour moi, ces petites cartes d'identité. Au départ, voilà, donc ces 2 petits cartons rouges qui se ferment en 2, qui s'ouvrent et qui n'ont rien de particulier vu de nez comme ça, sauf que... alors j'ai essayé de rentrer dedans, me dire qu'est-ce que je vais raconter sur ces 2 personnages, ces 2 personnes. D'autant plus que j'avais moi. T'avais pas d'histoire, toi. T'avais pas d'histoire. Il y avait très très peu de choses. Elles ont été données au musée par leur petite fille qui avait fait un travail universitaire sur l'immigration italienne. Et il y avait pas grand chose là-dessus, donc j'ai commencé par regarder intensément les cartes. Et il m'a semblé que les 2 photos d'identité qui sont de grande qualité étaient particulièrement vivantes. Et donc j'ai décidé graphiquement de faire comme si ces 2 personnes sortaient de la carte pour venir en chair et en os nous raconter leur histoire. Et puis une autre chose qui a retenu mon attention, c'est la signature de ces 2 personnes. La signature est un peu maladroite et en regardant mieux, en fait, je me suis rendu compte que les prénoms avaient été francisés. Donc Ettore devient Hector, ouais. Et Giuseppina devient Joséphine. Ouais. Et Joséphine, elle a essayé d'écrire Joséphine en français, mais ça marche pas trop. La plume fait des pâtés. Elle écrit Joséphine. Bon, ça marche pas trop. Ettore, il a refusé d'écrire, de signer Hector, et il continue de s'appeler Ettore. Donc ça, c'est bien. Je trouve que c'était. Pour moi, c'est plus joli. À l'oreille que Hector. Oui, et puis surtout, c'est une perte d'identité quelque part. On oblige des gens, sous prétexte qu'ils deviennent français, de changer d'identité, même profonde. C'est un dépouillement, hein, moi je trouve. Ah mais carrément. C'est un dépouillement. Oui. Moi, ça m'a choqué. Maintenant, on fait plus ça, heureusement. Non, t'arrivais, t'en avais chié pour venir jusque-là, et en plus, on se permettait de te changer ton prénom, quoi. Ça, c'est dingue quand même. C'est un truc, et c'est récurrent, hein, parce que quand moi je vois le parcours de mon Arménien, il arrive en Turquie, et là pour le coup c'est vraiment c'est une humiliation, c'est-à-dire qu'on lui enlève sa religion, on le baptise de façon à ce qu'il devienne musulman alors qu'il était chrétien, et on lui change son nom, on lui donne un nouveau nom, donc un nom musulman, et on lui donne un numéro.
Ça c'est pire encore. C'est encore pire. Ouais. Oui, non, mais je veux dire, partout ça se faisait, soit pacifiquement, soit de façon très dure comme ça, voilà. C'est brutal. Ouais. Très brutal. Mais en tout cas, c'était une manière de te dire, tu n'es plus l'autre, quoi. Celui que tu as été pendant 10, 20 ans, j'en sais rien. Et on va te remodeler, tu vas devenir autre chose, il va falloir que tu plies, quoi. Voilà, c'est dur. Et on l'a vraiment constaté sur d'autres témoignages. Ça s'est fait régulièrement, quoi. Voilà, donc mes Ettore et Giuseppine, ils sont nés à Camposilvano di Vallarsa. C'est un village qui est italophone, situé à la frontière autrichienne. La Première Guerre mondiale, c'est bombardé comme tous les villages frontaliers. Le bétail, le cheptel est tué. Il n'y a plus rien à bouffer. Les maisons sont détruites. Donc toute cette population est, dans un premier temps, déplacés en Italie. Et puis là, c'est la misère totale, comme beaucoup d'Italiens à l'époque, tout le monde meurt de faim. Il y a des annonces qui sont faites qui viennent de la France pour venir travailler en tant que maçon. Donc, Ettore part travailler en tant que maçon en France. Giuseppine vient plus tard, il se marie. Voilà. Et donc moi je fais sortir ces deux personnages des cartes. Faut savoir que Geneviève fait de la BD quand même. Alors en fait, j'avais pas vraiment commencé. Je commençais parallèlement un travail de BD effectivement, et je me suis dit tiens, je vais raconter ça en BD parce que pour moi c'était une manière extrêmement vivante en fait de raconter cette histoire-là. Bon, j'ai un petit peu tourné autour du pot au départ. J'ai parlé surtout du déracinement, l'enracinement, donc c'est plutôt des images des belles images. Mais c'est très beau, ça parle. Oui, parle. tout à fait. On voit cet arbre qui s'envole comme ça et qui a les racines à l'air. On sent à la fois une sorte de liberté et puis quelque part, moi je trouve de manque, quoi. Il faut une autre terre, c'est sûr, pour se réenraciner. Il y a l'image de l'immigrant avec sa casquette et sa valise, là, la page précédente, que je trouve particulièrement sensible, quoi. Je veux dire. On ressent effectivement cette espèce de solitude, de dépaysement, de déplacement, du voyageur presque pas contraint dans son corps, mais quand même. Qui ne sait pas vers où il va, voilà, il va vers l'espoir en même temps, puis un grand inconnu. Et cette image, elle a... c'est un peu une image d'Épinal. Des visiteurs qui est venu au musée de l'immigration pendant notre exposition et qui a fondu en larmes devant. Ça m'a extrêmement émue. Voilà, mais c'est vrai qu'on est plusieurs du coup à avoir travaillé sur cette notion de racine, déracinement évidemment. Donc la robe de mariée roumaine de Anne-Claire Thévenot qui est superbe, qu'elle a traité graphiquement comme si c'était une robe vivante. Elle est rouge et bleue, donc comme palpitante. Des veines, comme un flux sanguin qui passait à travers. Elle l'a représentée comme une matrice, donc comme symbole de la famille, donc l'enfant qui naît à l'intérieur, le couple qui se rencontre, et puis aussi sous forme de maison. Ouais, la maison, le toit, la protection, etc. Puis alors l'idée du fil aussi, c'est comme la racine, c'est devant derrière, quoi. Donc du coup, quand elle coud devant, il y a les traces qui sont derrière et qui donnent aussi des informations sur cette palpitation, sur cette vie, sur cette robe. Voilà. On peut parler aussi du travail de Claire Dupoisa, qui est un autre Italien. Oui, on en parlera par la pause musicale. Allez. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né
part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Il y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Est-ce que les gens naissent égaux endroit, à l'endroit où ils naissent? Est-ce que les gens naissent égaux endroit, à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareil ou pas? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Est-ce que les gens naissent égaux endroit, à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareil ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux endroit, à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareil ou pas? Né quelque part, Maxime Le Forestier. Oui, comme ces gens dont on parle ce matin, qui sont nés quelque part, qui sont arrivés dans ce pays de merde, voilà, en croyant que c'était l'Eldorado, le paradis, mon cul, mais rien du tout de tout ça. Ce que nous racontent ces deux jeunes artistes, après avoir visité le musée de l'immigration à la Porte Dorée, là, voilà. Vous avez entendu l'histoire de ces Italiens, et maintenant vous allez entendre l'histoire d'Arméniens, je crois. C'est de ça que tu vas parler, Fred? Ouais, moi j'ai travaillé sur l'histoire d'un Arménien, mais je crois que non, tu voulais pas. Ouais, vas-y, c'est pas. Sur cette boîte, de cet Arménien là qui passe. Quand il part, il a 9 ans. Il a 9 ans, il est gamin, et puis son père a déjà été tué dans le premier massacre en 1909. Et le deuxième génocide arrive en 1915. Il est avec sa maman et ses sœurs. Et d'un seul coup, on arrive chez eux et on leur dit voilà, vous avez 8 heures pour partir. 8 heures. C'est-à-dire qu'ils ont les chèvres qui sont dans la montagne. On peut même pas dire qu'en 8 heures, tu vas soit les regrouper, les prendre avec toi, soit les vendre. T'as pas le temps. Donc tu pars avec une main devant, une main derrière, tu ramasses ce que tu peux. D'ailleurs, ça nous a posé cette question. On s'est posé cette question de qu'est-ce qu'on par rapport à ces objets qui avaient été déposés, qu'est-ce qu'on prend quand on part? Alors évidemment, on part plus ou moins rapidement. Eux, ils partent en 8 heures. Et qu'est-ce qu'on prend? On prend quelque chose qui fait sens, on prend quelque chose d'utile, on prend quelque chose qu'on va vendre, on prend quelque chose qui va nous sauver.
parfois c'est juste un morceau de terre qu'on va mettre dans une poche. C'est marrant parce qu'il y a souvent des contes qui sont carrément là-dessus. Ouais. Mais c'est très difficile. Moi, j'ai posé la question à mes enfants. Qu'est-ce que vous prenez si vous partez là, en quelques heures? Et alors au début, il y a des choses évidentes pour eux, puis d'un seul coup, ils se mettent à réfléchir, à se dire, ah mais merde, si je pars, peut-être que je vais avoir des problèmes, peut-être qu'il faut que je bouffe, il faut que je prenne de l'eau dans quelque chose, donc il va falloir que je prenne une gamelle ou je sais pas quoi. Enfin bon, il y a toute une réflexion autour de ça. En tout cas, moi, je l'ai eu par rapport à ce trajet là de cet Arménien, et donc il y a deux objets. Il a déposé deux objets. Il y a l'objet de la marche, un bâton. 1000 fois, dit-il, 1000 fois cassé, 1000 fois remplacé. Et donc le dernier qui est au musée de l'immigration, c'est celui qui est à la fin, quoi, bâton de marche. Et puis cette boîte dont je parlais tout à l'heure, qui regroupe, dans lequel ces enfants ont trouvé le témoignage donc de son trajet tragique. Voilà, je trouve ça, c'est très très important, enfin très intéressant de tourner autour d'un objet. Là où nous, comme disait Geneviève, on a besoin du vif, du témoignage et tout. Eh bien, avoir ce voyage vers rien, parce qu'on n'avait rien, tourner autour de cet objet et se poser les questions, se dire moi si je partais et qu'est-ce que je déposerais, et finalement qu'est-ce que j'ai moi à déposer de peut-être des parcours migratoires, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a une personne sur 4 issus de l'immigration en France. Quand il y en a qui se disent purs, là, c'est à douter quand même. On peut se douter, on peut se demander qu'est-ce que c'est que la pureté. Mais en tout cas, effectivement, nous, on s'est posé aussi cette question, à savoir qui avant nous, là, dans notre famille, avait eu un parcours migratoire. On en a tous. Et puis, quand on commence à fouiller là-dedans, on trouve des objets aussi. C'est très, très intéressant. Voilà. Ouais. Tu voulais parler de Claire Dupoisin, qui... alors c'est marrant, c'est encore un objet qui a été trouvé dans un grenier, comme la robe, comme... La robe roumaine, ouais. Comme ta boîte, non aussi, la boîte, oui. Au moment en tout cas, de la mort des grands-parents, des arrière-grands-parents, et puis hop, donc un tableau qui représente... des anciens combattants. Alors, il y a je sais pas combien de petites photos en médaillon. Ouais, comme un arbre généalogique, quoi. Mais qui n'en est pas un, parce que il y a des incohérences. Il y a le portrait du roi d'Italie, Victor Emmanuel III, et puis voilà. Donc les dates, c'est entre 1912 et 1918, et il y a ce Ferrante qui est... qui lui est arrivé en 23. Lui est arrivé en 23, et donc il y a cette première incohérence. Il a rien à faire sur ce tableau. Et donc ils sont morts et ils ne peuvent pas raconter pourquoi. Mais donc Claire est partie là-dessus avec l'histoire cet arbre généalogique et du fait que on est tous mélangés, comme disait Fred, qu'on est tous de couleurs différentes. Alors déjà graphiquement, elle va traiter plusieurs portraits en noir et blanc. C'est toujours les portraits sont tous en noir, avec un fond très très coloré, très vif, des rouges, des jaunes, des verts, des bleus. Un peu du pop art, un peu. Voilà. Et les formats sont tous les mêmes. Et puis elle va essayer de marier les uns et les autres. Mais donc on a des prénoms, Antonio qui va épouser Léonie la Lyonnaise, et qui vont avoir comme enfant Mathieu, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle va le traiter comme un livre pour enfants, vous savez, c'est qui sont coupés en 3 dans le sens de horizontale, et on peut les mélanger à l'infini en fait. Ça devient un portrait de la France. Je trouve que c'est une très belle idée. Ouais. Bien, une petite pause musicale, hein, non ? Non, on peut parler peut-être d'autres histoires encore. Ah bon. Allez, d'autres histoires. Alors, à propos des objets qui étaient dans le musée, on a eu aussi des petites anecdotes pas très cool pour nous, parce que on commence un travail sur un objet et puis après on s'aperçoit
qu'on n'a pas la validation, notre travail n'est pas accepté par les dépositaires. Ouais. Et ça a été évident. L'objet, ces objets, on le remarque, sont très symboliques, ils sont très chargés d'histoire. Et on a eu par exemple un problème avec une petite sculpture en plâtre. Une petite statuette d'un migrant. Un migrant, voilà, ça s'appelle le migrant. Donc Gilles Rebecki, qui fait partie de notre joyeuse bande, travaille sur ce migrant et décide finalement, comme il n'y a pas d'histoire à côté de ce migrant, c'est juste un monsieur sculpteur qui a déposé cette sculpture d'un petit personnage qui tient sa valise sur l'épaule. Donc une espèce d'image d'Épinal, du mec qui se balade avec qui part avec sa valise. Et donc il travaille là-dessus et il se dit, puisqu'il n'y a pas d'histoire, finalement ça va être l'histoire de tous. C'est-à-dire, quelles sont les étapes finalement par lesquelles passe un migrant. Donc, on a plein d'étapes qu'il a faites dans un espèce de carnet tout en longueur. D'ailleurs, c'est la seule histoire qui est contemporaine, je dirais. Oui, presque. Alors, il y a l'homme qui part. On voit il y a la guerre derrière. Donc, à chaque fois, sur chaque panneau, en fait, le personnage a été recollé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un papier déchiré et il est recollé dessus. Donc il y a un fond qui peut être assez neutre, soit gris, soit sépia, et dessus le personnage va être en couleur, et on voit donc que ce migrant va être obligé de partir et va traverser des étapes qui sont celles par exemple de la solitude, marcher jusqu'au bout de ses forces physiques, l'endroit où on est arrêté par un point géographique qui est intraversable, c'est-à-dire par exemple la mer, et il dit que pour atteindre son but, il faudra trouver un passeur, confier sa vie à un marchandage sans scrupules. Donc il y a un moment où notre vie, elle va être entre les mains de quelqu'un qui va négocier, monnayer, peut-être nous entourlouper pour pouvoir passer. Et puis, voilà. Les grands moments de solitude aussi. Oui, tout à fait. Les gares qui sont des endroits stratégiques de passage, dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure dans le texte. Exactement. Les policiers qui courent... Et l'issue de cette migration, c'est-à-dire par où? Parce que il y a un côté positif aussi. C'est tous les événements un peu négatifs de cette traversée, de ce départ, de cette obligation de trouver une terre d'asile. Et puis à la fin, on voit qu'il y a la première intégration, celle par le taf, évidemment, le travail. C'est ce qui amène la première intégration d'un homme quand il peut au moins se payer les choses lui-même et qu'il peut s'assumer. Et puis ensuite la deuxième génération avec ce petit bonhomme, ce petit garçon qui est donc son enfant, qui sort de l'école républicaine et qui est encore sur un papier rapporté parce que c'est le rital, c'est le gamin qui est encore un petit peu stigmatisé pour sa couleur ou son accent. Voilà. Tout ça pour dire que Gilles donc a travaillé sur ce document et d'un seul coup on lui dit ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible parce que le monsieur est mort. Monsieur le sculpteur. Et puis la dame qui vivait avec est venue en disant la sculpture doit disparaître, je ne veux plus la voir. Donc vous devez la retirer de la collection. Donc impossibilité de travailler sur cette sculpture, quoi. Voilà. Alors sans donner d'explication, c'est pas ce qui s'est passé entre eux, ce qui peut faire qu'on enlève un objet comme ça. Toutefois, c'était pas négociable. C'était pas négociable. Le mec en gros meurt 2 fois, quoi. Et du coup, on s'est retrouvé dans une impasse. Bon, on a trouvé une solution. On s'est dit, on n'a qu'à le dessiner. Un dessin, c'est pas l'objet. Parce que tous nos objets sont représentés en photo dans le livre. Donc là, c'est le seul qui est dessiné. Voilà, c'est le seul qui est dessiné. Il y a la robe aussi. Ah oui, il y a la robe. La robe roumaine aussi, c'était pareil. Il y avait un problème, des problèmes d'autorisation, de nom, de métier qui ne pouvaient pas être dit, qui étaient un petit peu que la famille voulait cacher. On touche à des choses quand même très très sensibles. Oui, bien sûr. On s'en est rendu compte. Donc en fait, dans le temps, ces objets, quand on parlait tout à l'heure de savoir pourquoi ils étaient déposés, parfois ils sont aussi retirés. Mais ils sont toujours dans la collection quand même. Oui, mais enfin... on ne peut plus les regarder. C'est ça, on ne peut plus le voir. Il y a pas mal d'objets qui sont encore dans les sous-sols. C'est pas tout n'est pas exposé dans la galerie des dons. Ouais. Nous, on a eu accès au sous-sol. Oui, ça c'est intéressant, très intéressant.
Disent-elles l'air assez réjouis. Ah non, mais c'est toujours impressionnant d'avoir les choses à la main. Il y avait par exemple les fameuses bottes de Lazare Ponticelli, le dernier poilu qui est mort en, je sais plus. Oui, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Oui, en 14, je crois. Hein, et qui lui aussi a eu la même histoire que ta dame, qui est partie pieds nus en fait. Voilà, il fabriquait des sabots, mais il est parti avec ses sabots sur l'épaule pour pas les abîmer, pieds nus dans la neige. Dans l'hiver. Pour rejoindre la France. Et il a déposé les bottes. Ses premières chaussures étaient les bottes qu'on lui a données à l'armée. Donc il s'est battu pour la France. Intégration en France par la guerre, c'est souvent le cas quand même. Les gens qui obtiennent la nationalité après s'être battus. J'espère que ce ne sera pas le cas pour le XXIe siècle. Et donc il a déposé ses bottes dans le musée, et quand vous voyez les bottes, quand vous les avez en main, c'est pas la même chose, quoi. Il y a une estafilade sur le côté, je sais pas, alors on est là, c'est peut-être un barbelé, c'est peut-être, on sait pas. Il y avait des vers qui bouffaient un peu le cuir au-dessus. Non, c'est impressionnant, c'est-à-dire que c'est de ces objets finalement. Ils ne sont pas sanctifiés, mais quelque part, ils prennent une dimension, celle de tout un peuple. C'est plus juste une personne, c'est aussi toute une migration. Si c'est les migrations italiennes, si c'est une autre migration, tous ces gens sont représentés au travers de cet objet, et c'est ça qui nous. Alors il n'y a pas que des Italiens. Non, il y a on a beaucoup de Russes. C'est gentil de le rappeler quand même, parce qu'on nous a fait. Il y a un Espagnol aussi. Il y a un Espagnol. Avec des Espagnols encore. Il y a encore un Russe, un chauffeur de taxi. Oh elle doit être contente, Françoise. Nicolas Vorontsov. Nicolas Vorontsov, qui était traité donc par Tia Kali-Borlaz, qui a décidé de raconter cette histoire de Russes. C'est pas vraiment des Russes blancs. Il n'est pas russe blanc, non. En fait, non. Il est à l'armée. Il est à l'armée et avec une éducation, une très bonne éducation de la Russe de l'époque. Et puis après la révolution bolchevique, comme les Russes blancs, c'est pour ça qu'on assimilait en fait, ils sont partis en France. Lui, il est évacué sur l'Égypte, et en Égypte, il se demande quelle terre peut devenir sa terre d'asile. Il vient en France, parce qu'en France, il se trouve que pour les Russes, à cette époque-là, il y a tout un système qui peut exister, qui a existé aussi pour les Auvergnats. Il y a un réseau qui fait que quand un mec arrive de là-bas, on le prend en charge, on lui file un endroit logement, pour dormir, on lui file à bouffer, il a un travail. Il a éventuellement accès à un dentiste, un médecin, donc on n'arrive pas totalement une main devant, une main derrière, ou au moins on est pris en charge. C'est comme ça que Nicolas Vorontsov en fait a commencé à travailler avec les taxis G7, parce que c'était un réseau, il faisait partie d'un réseau, les taxis G7. Exactement. Les fameux chauffeurs de taxi russes de l'époque. Car c'est bien, ils avaient une bonne éducation, ils savaient conduire. Parce que du coup, il conduisait. Alors les Russes blancs conduisaient déjà des bagnoles là-bas. Et puis lui, il était militaire, donc il conduisait. Donc du coup, il est intégré très rapidement. Et il y a une petite anecdote qui dit que quand il est arrivé, comme il connaissait rien de Paris, évidemment, pauvre gars, il a fabriqué sur sa terrasse une grande maquette en plâtre de Paris. Et il faisait passer des petites voitures dans les rues pour s'entraîner à se diriger pour mémoriser dans Paris. Les rues de Paris. Oui. Bon. Belle histoire. Et on voit, alors elle a travaillé à partir de photos anciennes, noir et blanc, très très finement, avec du feutre noir sur du papier très fin. Et on voit bien que les gens qui sont représentés sont d'une certaine classe sociale, qu'ils ont des toilettes très élégantes. C'était dans une boîte, ça. En fait, c'était une boîte, et dedans il y avait les photos. Donc sur lesquels elle a travaillé en les reproduisant, et puis il y avait un carnet. Je crois que Tia, elle a été intéressée par le carnet tout de suite, évidemment. Les carnétistes, tu sais, on est un peu fétichistes, et donc elle a sauté sur la boîte où il y avait le carnet, en se disant quelle aubaine, je vais pouvoir travailler sur un carnet ancien. Et finalement elle s'est rendue compte que le carnet appartenait à sa femme, donc de Nicolas Vorontsov, et donc ce petit carnet, c'était
petit carnet intime, quoi, tu vois, où t'as ta copine qui fait un dessin. Donc c'est ses copines étudiantes qui faisaient des dessins et mettaient du petit texte. Donc c'était sans intérêt, a priori. Et donc elle s'est penchée sur les photos. Et là, sur les photos, il y avait plein de choses. Donc elle les a fait ressortir sur un papier tout fin, genre papier Bible. Ce qui fait qu'on a un dessin qui est très noir, mais à la fois très léché sur vraiment des tout petits traits ou retring presque sur un papier Bible très léger. Oh. Voilà, donc c'est des milieux sociaux très différents, des intégrations d'histoires d'intégration très différentes, et on a plusieurs histoires d'intégration qui se font à travers un objet. Donc par exemple, la fraiseuse. Ah oui, la fraiseuse d'Emilio Reg. Un espagnol. Ouais. Alors Emilio Reg, son histoire est très compliquée parce qu'il fait racontée par David Chambard. Ah ouais, il fait des va-et-vient en fait. Emilio, il est en Espagne pendant ces moments très très durs d'Espagne, donc parmi les républicains. Et donc lui, à la retirada, il se casse. Et puis il se retrouve comme des milliers, je sais plus combien ils sont, 440 000 à être venus en France. Comme quoi on a une capacité d'intégration tout à fait. Oui, c'est les conditions qui sont moins. Oui. Mais enfin bon, quand aujourd'hui on râle parce qu'il y a 1000 mecs qui veulent venir, faut pas exagérer, quoi. Bon bref, il arrive donc, il est mis dans un camp, évidemment. Si et puis à ce moment, oui, c'est pas si simple, c'est sûr. Et quand on lui dit, mon gars, écoute, au lieu de rester dans un camp, tu vas servir pour la guerre qui arrive là. Il s'est dit non, ça va, je quitte pas d'un côté pour me retrouver dans la guerre de l'autre. Donc il se recasse en Espagne. En Espagne, il se fait emprisonner. Il faut savoir que pendant les combats, quand il était en Espagne, il perd une main. Donc il y a une grenade qui explose et donc il a une main invalide, quoi, déchiquetée. Donc il ne peut travailler que d'une seule main. Et donc je passe un peu les détails parce qu'il passe d'un côté et de l'autre de la frontière comme un ping-pong et il finit par arriver en France. Et là, en France, il a l'occasion de travailler dans une société qui donc lui fait faire des petites pièces sur une fraiseuse. Il se trouve qu'il est extrêmement fort pour ça. Il arrive avec sa seule main valide à faire des pièces tout à fait belles et tout à fait précises et qui font dire donc graphiquement à David là que c'était limite de la dentelle, quoi. Donc il a travaillé beaucoup sur la dentelle sur son carnet. Et donc cet Emiliano, c'est Emilio. Donc travaille sur cette fraiseuse et à un moment la boîte ferme et on propose à chaque personne, à chaque travailleur de racheter son outil de travail. Et donc il prend cette fraiseuse et il faut savoir que pour un mec dont il manque une main, qui parle pas bien le français, qui est d'immigration espagnole, c'était une aubaine d'avoir son outil, quoi. Et donc avec cet outil, avec cette fraiseuse, il réussit à travailler et même disait David à aider sa femme qui fait des ménages ou je crois qu'elle est coiffeuse à domicile et pour faire un petit peu de blé en plus, il fabrique des fusibles. Et les petits fusibles, on en fait, je sais pas moi, on en fait 10 par heure, quoi. Et donc lui, avec sa fraiseuse, il lui fabrique un petit boîtier qui fait qu'elle en fait 50 par heure. Et donc du coup, elle dépote grave avec sa petite machine et ça permet aux deux de survivre parce que les deux sont espagnols et d'avoir au moins leur force de travail dans leurs mains. Voilà. T'en souviens-tu, Jamel, quand tu as débarqué? Les cousins t'avaient dit c'était la terre promise. On t'a pris tes papiers, on t'a déshabillé. Tu as attendu des heures sans même une chemise. Te souviens-tu, Jamel, des regards de mépris des autres voyageurs quand tu as pris le train? Toi tu voulais suivre et tu n'as pas compris. C'était le commencement d'un nouveau quotidien. Te souviens-tu, Jamel, du patron de bistrot qui t'a refusé une bière un jour rue des Abbesses? Comme tu ne te fâchais pas, tu demandais de l'eau. L'a fait sortir son chien de sous le tiroir caisse. Te souviens-tu, Jamel, du soir où tu t'es fait casser bêtement la gueule par une bande de tondus? Il y a des beaux quartiers qui
qu'il vaut mieux éviter quand on n'est pas comme ceux qui possèdent les rues. Te souviens-tu, Jamel, des boulons des débuts? Balayeur, éboueur, manœuvre sur les chantiers, et la gamelle froide et la chambre exiguë. Te voilà installé, mais tout n'a pas changé. Maintenant, tu sais, Jamel, quand tu passes au péage d'une autoroute que tu vas te faire arrêter. Les flics, c'est bien connu, respectent les usages. L'usage veut qu'on contrôle plutôt les gens bronzés. Et tu verrais, Jamel, si tu venais chez moi, le temps qu'il te faudrait pour passer la frontière. Avec tes cheveux longs, ton accent de là-bas, faut dire que tu n'as pas l'allure d'homme d'affaires. Tu pourrais continuer, Jamel, t'en souviens-tu? Les sarcasmes des filles, la haine des parents. Ce que je voulais dire, c'est simplement salut à toi et à tous ceux que l'on dit différents. Ce que je voulais dire, c'est simplement salut à toi et à tous ceux que l'on dit différents. C'était Michel Buller, Jamel. Oui, vous êtes toujours sur Radio Libertaire et un scoop, une bonne nouvelle quand même si vous venez de vous réveiller. Voilà, voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste à Racaille pour l'émission qui était consacrée, mais c'est pas fini parce que c'est vraiment des bavardes, à Bringue-Ballet, c'est le nom de leur bouquin aux éditions, à l'édition, oh oui, la boîte à bulles. Voilà, et ce sont les carnétistes tribulants. Bringue-Ballet. Bon, on va continuer à les écouter parce que bon, on s'en lasse pas en même temps, bien que ce soit assez fatigant, je veux dire. Hein. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Voilà, donc Fred et Geneviève vont poursuivre leur espèce de prêche. Amen. Juste pour rebondir sur l'objet en tant que mode d'intégration. On peut parler du travail de Marie-Sophie André sur la carte apatride de Thérésia. Carte qui n'existe plus maintenant, on n'a plus le droit, c'est interdit maintenant d'être apatride, de faire des apatrides, ouais, de fabriquer des apatrides, parce que finalement c'était ce qui se passait. La carte d'apatride, Thérésia en fait, c'est l'histoire d'une femme. Alors qu'est-ce qu'elle est? Elle est hongroise. Elle est hongroise et lorsque la Hongrie, l'Autriche-Hongrie a été partagée, eh bien il fallait choisir ce qu'on voulait être, c'est-à-dire qu'il y avait une partie, la Hongrie avait été, on avait retiré 70% du territoire hongrois qu'on avait partagé en d'autres territoires, donc c'est tchécoslovaque, roumain et puis yougoslave. Et donc du coup, si vous vous trouviez du côté tchèque, eh bien vous aviez le droit de décider de votre nationalité. Vous pouviez rester hongrois ou décider d'être tchèque. Elle décide de rester hongroise et puis elle va immigrer, elle va partir vers la France avec son mari. Et puis, un premier mari. Un premier mari. Ouais. Et puis elle va divorcer et elle va rencontrer son deuxième mari, un tchèque. Donc elle est hongroise et lui il est tchèque. Et puis ils vont décider de se marier, mais quand on veut se marier, il faut un papier. Un papier disant son identité. Enfin, voilà, un papier. Ton origine, oui. Oui, voilà. Et donc, elle demande à la Hongrie ce papier. On lui dit que non, puisqu'elle se marie avec un Tchèque. Donc, elle n'est plus hongroise. Et puis, elle voit avec l'ambassade de Tchécoslovaquie qui lui dit que non, elle n'est pas automatiquement tchécoslovaque quand on se marie, et qu'elle n'est pas reconnue. Donc il lui délivre et donc, en France, une carte d'apatride. Voilà, une carte d'apatride. Et donc elle n'est plus rien. Elle n'est plus rien, c'est-à-dire que là, il faut des autorisations multiples pour pouvoir sortir un pied de la France. On n'est plus libre du tout. Et du coup, quand sa fille va rencontrer un GI à la fin de la guerre, et qu'elle va se marier avec ce monsieur, elle va partir aux États-Unis et Thérésia va décider de la suivre.
et d'aller aux États-Unis. Elle va avoir du mal, mais elle va réussir à la rejoindre aux États-Unis, où là, au bout de 5 ans, on lui fait prêter serment et elle devient américaine. Et elle a enfin une carte. Mais elle va passer quand même un grand moment de sa vie, sans carte, sans rien, en étant rien. C'est fou ce que ça pose comme problème d'identité. L'identité, c'est... Ouais. Et c'est pas si vieux que ça. Moi, j'ai cru comprendre que la carte d'identité, c'était assez récent, en fait. Oui, mais en France, il n'y en avait pas. Ouais. Comme il n'y en a pas en Angleterre, d'ailleurs. C'est la France, je crois que c'est un des rares pays où il y a une carte d'identité, qui n'est d'ailleurs pas obligatoire. Exactement. Elle n'est pas obligatoire. Et les flics ne sont pas au courant, d'ailleurs. Comme beaucoup pour beaucoup de choses. Si vous n'avez pas de carte d'identité, Et en fait, elle découle du passeport Nansen, là, de ce fameux passeport qu'on donnait aux gens qui arrivaient de Russie et les Arméniens aussi, et qu'on leur donnait pour justifier du fait qu'ils étaient sur la France, quoi. Et donc, ça leur permettait de se déplacer. Et parce que ça faisait des apatrides, hein, quand on partait d'Arménie, il y avait marqué sur leur papier, il y avait un tampon qui était placé par les Turcs avec marqué « Retour impossible ». Vous ne pouviez pas revenir. Donc vous étiez, de fait, un apatride. Donc ce fameux passeport Nansen, qui a été mis en place en France, d'après ce que j'ai compris, finalement a donné lieu après à une carte d'identité qui a été mise sur tous les Français. Mais au début, c'était du flicage. D'ailleurs, c'en est peut-être encore un peu, je ne sais pas. Bon, vous avez la fausse innocence, on m'a donné. Voilà, donc du coup, tous ces témoignages se retrouvent dans un livre qui s'appelle Brinque-Ballets. Aux éditions La Boîte à Bulles. La Boîte à Bulles. Et qu'on peut trouver dans les meilleures toutes les bonnes boucheries. Boucherie Chevaline ou boucherie Nurmel? Toutes. Il coûte 27 Même halal. Il coûte 27 €. Et il coûte 27 €. Voilà. C'est pas cher. Exactement, jusqu'à parce que le prochain bouquin. C'est une belle bouse, je veux dire ça. Il y a du poids, ouais. Du poids. Non, beau puis papier. c'est fait sur un très beau papier. Et pour ceux qui ne savent pas lire, il y a des images. Oui, voilà. Et à la Boîte à Bulles, vous aviez déjà publié d'autres bouquins. On a publié tout à fait. Paysanne. Oui, Paysanne, on l'a aussi représenté Paysanne. Mais Paysanne est épuisée, tu me disais, Fred. Je crois. Exactement. Paysanne est épuisée, et tellement épuisée que du coup, on va en faire un deuxième et on va se relancer sur les routes de France pour aller reprendre des témoignages de femmes agricultrices, attention, pas de femmes d'agriculteurs, pour refaire un tome 2. Un autre Encore livre là-dessus, parce qu'on n'a pas encore épuisé le sujet, on sent qu'il y a encore quelque chose à dire. D'accord, vous exploitez le filon, allez, soyez réalistes. À fond. Non, il y a de la demande. La demande, oui, d'accord. Et vos autres bouquins, on peut encore les trouver? Vivre vieux? Le premier, Banlieue nomade, qui nous a fait connaître, est épuisé. C'est introuvable, il est même monté aux enchères. Si, une grande nouvelle. Ouais. Gratte-ciel et soupe de nouilles. Va ressortir. Que nous avions fait en auto-édition. Eh bien, il sort en beau livre chez Elitis. C'est un éditeur de Bordeaux qui fait des très beaux bouquins et il sort en beau livre donc à la fin de l'année 2017. Voilà, pour les cadeaux de Noël, ça va être magnifique. Elles sont bonnes, elles doivent être bien payées pour parler ici. Ouais, 1 euro par bouquin, c'est ça les droits d'auteur. On peut le rappeler quand même qu'on ne se fait pas de blé dans l'édition. Non, pas vraiment. C'est du pur bonheur, c'est de la passion. Ouais, à moins de tirer à des dizaines. C'est ça, c'est qu'en fait on tire pas énorme, donc du coup ils sont tous épuisés quasiment, sauf le dernier évidemment, mais ils sont tous épuisés et c'est difficile aujourd'hui de tirer un gros tirage, faire un gros tirage, surtout sur du beau livre comme ça. C'est pas évident. Non, parce que il y a des livres qui sont moins beaux et qui peuvent être tirés évidemment, surtout dans la littérature enfantine. Qui peuvent être tirés à des milliers d'exemplaires, mais c'est du papier de chiottes avec une couverture, avec des brochets, quoi. C'est pas des cartonnets. Ça va être un très très beau livre chez Elitis. Voilà. En attendant, de toute façon, on était sûr que ce serait beau. On reviendra vous en reparler. Oui, on peut. Avec grand plaisir, on a encore plein de choses à vous raconter. Ouais. Geneviève, toi tu reviendras nous parler d'une BD. Si vous voulez, je viens vous parler de ma BD sur Madagascar, quand vous voulez. Quand on veut, on peut prendre date, c'est pas un problème. Voilà. Écoutez, on est super content de vous avoir reçu. Merci. Nous aussi, on était ravis de revenir.
Super. J'espère que nos auditeurs sont du même avis que nous. Hein. Il y a intérêt. Bon, vous remercie. À très bientôt. Ouais, À très au bientôt. revoir. À très bientôt. Merci. On passe aux expos maintenant. Ouais, tout à fait. Les expos, en fait, on y passe, mais on n'a rien de nouveau sous le soleil. Quoi. Là, on est encore un peu sous le coup de ces brinques-ballets. Donc, on rappelle vite fait l'exposition du musée Fournaise au bord de l'eau, qu'on peut aller voir à partir du mercredi au dimanche, c'est à Chatou. Ouais. L'exposition, une exposition à l'Isle-Adam au musée Saint-Lec jusqu'au 12 mars, autour des temps nouveaux, la revue anarchiste de Jean Grave, avec une exposition de Lito. Ça, ce sera le thème de nos 2 prochaines émissions. Peindre la banlieue à Rueil-Malmaison à l'atelier Grognard. Frédéric Bazille au musée d'Orsay sur la jeunesse de l'impressionnisme. Et puis toujours notre petite graveuse Agnès Dubart qui expose à Lille jusqu'au 3 mars au restaurant La Rumeur. Et puis j'ai vu que notre camarade Lillois, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Timothy Archer. Timothy Archer expose à Lille. À Lille Art Up, une grande expo à Lille. Voilà. Ouais. Bon, on passe au culturel de la semaine. Alors, le culturel de la semaine. Avec Romuald et Juliette de Colline Serrault. Ouais, voilà, c'est un film, ça faisait un moment que ma fille me disait « Maman, faut que tu le regardes ». Donc c'est un film de 88, nous on est toujours à la pointe de l'actualité. Et c'est un film avec Daniel Auteuil qui est hyper touchant et avec une actrice qui s'appelle Firmin Richard, je crois, qui prend toute la place dans ce film, qui est extraordinaire. C'est une femme de ménage noire dans une grande boîte dont Daniel Auteuil est le patron. Ouais. Et là, bon, on va pas raconter toute l'histoire, mais c'est plein d'humanité. C'est plein d'humour et cette femme a une énergie incroyable qu'elle nous communique tout au long du film. Elle a 5 enfants dont elle s'occupe. Il y a des règles très précises et elle mène de front son travail de nuit comme femme de ménage. Et raconte pas tout de Non, mais l'éducation de ses enfants. Et après, elle travaille dans la même boîte que Daniel Auteuil, qui lui est le patron et qui va être plus ou moins bien traité par ses collègues qui veulent la place. Voilà. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle a un corps magnifique, une peau, alors, des seins. Mais alors, il y a une image où on la voit couchée sur son lit, elle dort, les draps sont froissés, on voit justement un sein, une épaule, une jambe, et ça pourrait être une peinture magnifique. Ouais, c'est un film, on aimerait que la réalité soit toujours à cette image-là. Quoi. C'est pour ça qu'on va dire que c'est un conte social, une fable sociale. Quoi. Une belle fable sociale. Et puis, pour ma petite part, j'ai regardé Contre l'avis de tous les critiques, mais je les emmerde, Cézanne et moi de Daniel Thompson. Alors, c'est pas une nana que j'adore, hein. Daniel Thompson, c'était la fille de Houry que je détestais cordialement. Mais bon, je trouve que, enfin, en tout cas, pour les artistes comme vous, comme nous, regarder Cézanne et Zola s'en mêler, s'aimer, s'adorer et puis se détester, c'est quelque chose d'assez bien foutu, je trouve. Je suppose que les critiques n'ont rien compris, parce que ces gens-là, ils sont dans l'actualité, ils sont certainement pour les trucs un peu plus élitistes. Mais pour le petit peuple dont je fais partie, dont je suis fier de faire partie, Cézanne et moi, ça me cause. Ouais, et vous avez des paysages provençaux extraordinaires, voyez-vous. Et vraiment, comment dirais-je, comment s'appelle le blanc là qui fait Zola, Guillaume Canet. Guillaume Canet, et puis celui qui fait Cézanne, c'est Guillaume Gallienne. C'est un comédien français, et ils sont vraiment tous les deux superbes. Et alors aussi des nanas, alors je dis pas. On s'embêtait pas à cette époque-là, on se baignait tout nu dans les rivières, et puis voilà, c'était... Ouais. Non, je trouve que c'est... Moi, je comprends je vois ce qui n'a pas pu fonctionner chez les critiques, mais je pense que ce qu'ils n'y ont pas vu, c'est la relation d'amitié, c'est aussi toute la place de l'artiste, la création, la réussite, l'échec, et tout ce que ça implique dans la relation d'amitié. Enfin, et ça, c'est quelque chose dont ils ont dû passer complètement à côté. Complètement. Donc c'est un film qu'on conseille quand même. De toute façon, ce sont des glands, on les connaît, hein, c'est pas vraiment la crème. Hein, c'est... Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura,
Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.